Bonjour et bienvenue à tous. Merci d'être présents, merci aux intervenants qui vont être avec nous, je vais vous présenter dans une petite seconde. Donc par rapport au déroulé de ce week-end, on est sur les ateliers du futur, où le but est de mettre en place des exercices de démocratie et de participation citoyenne pour réfléchir ensemble à des solutions, à des évolutions sociétales, législatives et autres. Le but de ces ateliers, c'est de construire ensemble une boîte à outils qui serait issue des réflexions, qui pourraient être saisies sur 3 niveaux, ça sera un peu pour guider les niveaux de réflexion sur le local, sur le national européen et sur le mondial. Et donc tout ça sera présenté dans le deuxième temps, où on retournera tous dans la grande salle pour faire une plénière, et toutes les réflexions qu'on aura construites ensemble dans cette salle seront présentées et seront soumises à une approbation collective. Et pour le temps qui nous concerne tous ensemble, on va d'abord avoir un temps avec des intervenants qui sont là pour nous nourrir, pour alimenter nos réflexions par la suite. Et après, on va se répartir par petits groupes et on va discuter ensemble par thématique. Les intervenants vont nous proposer des pistes de réflexion. On peut s'y inscrire et puis on peut avoir aussi d'autres pistes de réflexion qui se dessinent à côté, s'il y en a qui le souhaitent. Et le deuxième temps sera, et du coup le troisième temps, sera de valider collectivement au niveau de la salle un certain nombre de propositions qu'on portera derrière. Par rapport à ce déroulé, donc pour faciliter tout ça et puis essayer de mener des réflexions, une écoute, une bienveillance entre tout le monde, d'avoir des échanges de qualité, il y a on va dire un semblant de cadre qu'on vous propose. Et on a donc des intervenants, on a des facilitateurs qui vont se répartir entre les différents groupes. On n'est pas très nombreux, donc ça va pouvoir être assez facile et on va pouvoir alléger un peu le cadre. Quelque chose qui est important à saisir, c'est que donc sur des ateliers comme ça, des réflexions, ça pourrait faire l'objet d'un travail sur une semaine entière sans problème. Et donc là, on a un temps qui est assez contraint, donc je vais essayer d'être très court, et ça va être à garder tout au long de l'exercice, d'essayer d'être constructif, d'être à l'écoute, de respecter le temps de parole de chacun. C'est un des gros intérêts de ces formats, c'est de faire en sorte que les grandes gueules puissent être un peu contenus et que ceux qui sont peut-être un peu plus timides, mais qui seraient tout aussi légitimes à dire des choses, puissent trouver la place de le faire. Et donc, dans ces tables rondes, on va avoir se dérouler ici, avec des réflexions personnelles. On va le faire après. Donc c'est ce cadre qui donne des grandes lignes qui seront à fixer sur nos interventions. Donc c'est bien de penser à la restitution qu'il y aura derrière, à la fois dans les échanges, c'est essayer de synthétiser les prises de parole, une parole égale une idée en quelque sorte, et derrière d'avoir un esprit synthétique pour pouvoir porter des propositions claires qui font consensus, qui pourront être proposées derrière. Et donc on parle beaucoup de bien commun sur ce week-end. Et on a un bien commun là, qui nous concerne tous, qui est ce temps collectif, qu'on doit tous avoir à cœur d'éviter les joutes, les digressions, les anecdotes, tout ce qui peut perturber. Le débat est indispensable, important, fondamental, mais là, vu le temps imparti, il faut qu'on arrive à mettre de côté certains désaccords, les identifier, pas les mettre à la poubelle pour les oublier, mais juste les mettre à part, et qui pourront alimenter d'autres réflexions ultérieures. Donc le point 2, je l'ai dit, c'est donner une place à chacun dans le temps de parole. Nous ne sommes pas d'accord sur tout, l'important est d'isoler et recenser nos désaccords. Nous ne cherchons pas la perfection. Moi-même, j'expérimente aussi tout ça. On va expérimenter tous ensemble. L'idée, c'est de faire avancer le travail, de faire avancer la réflexion, et puis d'essayer, sur le point 5, de déboucher ensemble à prendre des décisions qui semblent les plus sages, les plus évidentes. Donc il n'y a pas une personne qui est détentrice d'un savoir, il y a tous ensemble qu'on peut avoir des éléments d'un savoir ou de solutions. Mais voilà pour les grandes lignes. Je vais laisser la place à nos intervenants et je tiens d'abord tous à les remercier, sincèrement au nom du collectif et de toutes les personnes ici présentes. Dans cette salle où on va parler de droit à l'eau et de droit de l'eau, on a accueilli Marion Weber, qui fait partie de la fondation Daniel Mitterrand et France Liberté,
qui a travaillé sur le droit de l'eau, mais aussi sur le droit des peuples autochtones, et sur la biopiraterie, qui va pouvoir vous présenter tout ça. Dans les mots-clés qu'on a mis à côté, on a un terrain. Je leur ai demandé de nous présenter quelques mots-clés qui leur tenaient à cœur. Et donc, on va parler entre autres d'interdépendance, de vision marchande, de lien entre le droit humain et les communs naturels, et puis de l'importance aussi des savoirs traditionnels. Il y a également Jean-Pierre Vauquier, de H2O Sans Frontières, et qui, lui, avait comme proposé une thématique sur l'éducation, sur la multiculturalité, qui est aussi importante que la biodiversité, et une réflexion sur la nature. Est-ce qu'on en est? Est-ce qu'on y est? Je laisse creuser tout ça. Et on avait deux autres intervenants qui étaient prévus initialement. On avait Gabriel Amar et Valérie Cabanès, qui sont tous deux absents pour des raisons de santé, et qui s'excusent et qu'on remercie quand même pour le soutien qu'ils ont apporté. Et on a du coup une troisième intervenante de remplacement de luxe, qui est Pauline Boyer, qui est porte-parole, coordinatrice dans l'association Alternativa, qui est militante avant tout, mais qui est aussi salariée de l'association, qui va présenter un petit peu l'association, et qui elle parlera aussi de mobilisation citoyenne, de désobéissance civile, parce qu'on parle du droit, mais peut-être que des fois le droit est insuffisant, qu'il faut essayer de le faire évoluer, il y a plusieurs approches. Et donc de stratégie et de rapport de force. Voilà, je vous remercie tous d'être ici avec nous, et puis je vous propose de venir me remplacer. Marion, tu es prêt pour commencer? Merci. Donc Marion Weber, effectivement, de la Fondation Daniel Mitterrand, et donc je suis responsable du programme de la Fondation. On travaille beaucoup sur la question de l'eau, la question des peuples autochtones, de la biopiraterie, de l'extractivisme. Et en gros, en fait, finalement, si on devait essayer de définir un peu ce qu'est la Fondation, on pourrait dire que c'est une fondation altermondialiste qui essaye de montrer que d'autres mondes sont possibles. Et cela en luttant contre ce qui porte atteinte aux vivants, ce qui porte atteinte aux droits humains, et en soutenant des alternatives concrètes, notamment tout ce qui relève d'un autre rapport au vivant, d'un autre rapport à l'autre, moins basé sur la domination ou la nouvelle forme de colonisation, et finalement d'autres façons de faire société. Et là-dedans, la question des communs est extrêmement intéressante pour nous, parce qu'elle renverse et elle bouleverse pas mal de nos paradigmes en vigueur. Donc concrètement, pour cet atelier, je me disais qu'on pouvait peut-être partir sur plusieurs de nos actions, soit en cours, soit assez récentes, pour essayer de vous donner de la matière, qu'on essaye d'imaginer ensemble ensuite des propositions pour cette assemblée des habitants de la Terre. Donc je ne sais pas si tout le monde était là hier ou pas. J'ai parlé, donc ce sera peut-être un peu une répétition, désolée, de notre campagne qu'on a menée sur la question des coupures d'eau en France. Parce que je pense que ça peut donner une matière intéressante sur la question des droits humains qui sont aujourd'hui conditionnés en fait à la faculté des gens de payer ou pas pour avoir accès à leurs propres droits. Et donc on est dans une logique assez délirante où aujourd'hui, pour avoir droit à l'eau et donc accès à l'eau, on doit payer, et donc on est vraiment dans une logique de service. En fait, ce qui est assez intéressant, c'est qu'en France, les coupures d'eau en France sont interdites, sont illégales. Et cela depuis une loi qui date de 2013. Et c'est interdit de couper l'eau même quand on n'a pas payé sa facture. Pourquoi? Parce que c'est pour protéger la dignité humaine. Et de se dire que quand bien même la personne n'a pas la capacité de payer, il faut qu'elle puisse vivre de manière digne, et donc l'eau reste là. Il faut que l'entreprise ou la régie, donc en fonction de comment l'eau est gérée, trouve une solution pour échelonner les paiements, pour rentrer dans une autre dynamique. Et malheureusement, cette loi-là n'était pas du tout appliquée, et on s'est retrouvé inondé en fait de témoignages de personnes qui se voyaient leur eau coupée, pour certains très longtemps, plusieurs mois. Et donc, en fait, on a commencé à prendre contact avec les entreprises ou les régies, les appeler, leur rappeler le droit.
Et certaines directement remettaient l'eau, et puis d'autres s'en fichaient et continuaient à couper l'eau. Et donc c'est ce qui nous a porté au tribunal, et on a gagné dans tous nos procès, hein, puisque la loi est très claire. On est même allé jusqu'au Conseil constitutionnel, puisque une entreprise nous y a forcé pour vérifier la validité de cette loi. Bref, tout ça pour dire que ça pose quand même la question, je pense, de ces droits humains aujourd'hui conditionnés à la faculté de payer, ou pas. Et d'ailleurs, je vois là affiché, alors je ne sais pas qui sont ces panneaux, toutes les questions de tarifs sociaux, de l'eau, etc. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'auteurs qui travaillent sur les questions d'eau qui se sont interrogés sur est-ce qu'on ne peut pas avoir un coût du service qui soit pris en charge plutôt par la collectivité. Et notamment, par exemple, pour certains, on parle des 40 premiers litres d'eau qui sont vraiment les 40 litres les plus importants et vraiment associés aux besoins vitaux, qui soient pris en charge par la collectivité, et puis le reste ensuite qui reviennent aux consommateurs et qui sont pour des usages moins vitaux, voire carrément excessifs. Voilà, donc ça c'est un premier enjeu. Si cette question-là vous intéresse, j'ai amené des brochures qui sont juste là et qui sont en fait une analyse qui a été faite par une étudiante en fait, sur la base des témoignages qu'on a reçus, on a reçu plus de 1300 témoignages de personnes qui ont coupé, et essayer de dresser le portrait de ces personnes-là et d'essayer de comprendre pourquoi elles en étaient arrivées à cette situation, et ce que ça avait provoqué. Donc c'est assez intéressant d'un point de vue social, je trouve, de regarder ce rapport, parce qu'on a tendance à oublier effectivement les chiffres en France, mais le droit à l'eau, il n'est pas si évident que ça pour tout le monde. Il y a quand même 1,4 million de personnes en métropole qui n'ont pas un accès à l'eau correct. 35 000 personnes qui n'ont pas accès à l'eau en Guyane, 16 000 qui puisent leur eau d'eau de surface en Guyane. Enfin, donc on a aussi tendance à avoir une vision idyllique du droit à l'eau en France, mais ce n'est pas forcément le cas. Et justement, on a lancé une campagne là, en vue des municipales pour essayer de mobiliser les élus et les futurs élus sur l'eau, en se disant, donc le titre de la campagne c'est l'eau est un droit, l'eau ne se mérite pas. Et ça revient encore sur cette idée-là de, effectivement, à partir du moment où on considère que l'eau est un droit, c'est un droit pour tout le monde, quelle que soit la personne, quelle que soit sa situation, et donc c'est un droit humain, qui est un droit qui est inhérent à tous, du simple fait de notre existence. Donc je vous invite là aussi à regarder de plus près peut-être sur le site de la campagne. C'est assez éclairant, je pense, sur ce que les élus peuvent faire concrètement. Et notamment, ça peut être tout simplement des mesures assez basiques, mais par exemple mettre en place des toilettes publiques, des fontaines pour retrouver un accès à l'eau, notamment pour les personnes sans abri, voilà, parce qu'il y a toute une frange de la population en France qui a des difficultés d'accès à l'eau assez terribles. Donc voilà, il y a des propositions assez concrètes comme ça. Et je pense que ça interroge aussi d'ailleurs la place de l'eau dans nos sociétés, où on a vraiment une vision de l'eau qui sort du robinet, et puis c'est tout. Même l'eau qu'il y a dans la nature, donc bon, les rivières, etc., sont quand même plus très naturelles. Enfin, il y a eu énormément d'aménagements autour de tout ça, donc je pense qu'on est assez déconnecté de l'élément naturel en tant que tel, et ça peut aussi peut-être être une piste. Un autre point sur lequel je voulais insister, c'est en fait l'interconnexion du coup entre droit à l'eau et droit de l'eau. Donc droit à l'eau, c'est avoir un droit de jouir de l'eau pour ses besoins. Et droit de l'eau, ça interroge plus la question du statut qu'on accorde à l'eau et de sa protection notamment. Et donc hier, on parlait de toute cette théorie juridique qui émerge et qui pousse vraiment fort sur les droits de la nature. Donc reconnaître à des éléments aquatiques, donc une rivière, par exemple un glacier, un lac, etc., des droits qui lui sont propres. C'est reconnaître aussi la valeur intrinsèque en fait de cet élément. Cet élément, il existe en tant que tel, et en tant que tel, on doit le protéger. Et donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit bien, en tout cas nous, à la Fondation, on s'est vite rendu compte qu'une des menaces principales qui pesait sur le droit à l'eau,
c'est lié à une surexploitation de l'eau ou à une pollution massive de l'eau. Et donc ça impacte la capacité des gens à avoir droit à l'eau, puisque il y a moins d'eau pour leurs usages domestiques et pour vraiment l'eau pour la vie, parce qu'elle est accaparée par des industries minières, par l'agriculture intensive. Et donc on avait une inversion en fait des usages qui étaient prioritaires en fait pour les usages liés à l'eau économique, en gros. Et donc ça pose bien la question de quel statut on veut voir accorder à l'eau au niveau international aussi. Et notamment, malheureusement, à l'échelle internationale, ce qui domine, c'est une vision de l'eau comme bien économique. En tout cas, c'est comme ça qu'elle a été affirmée dans les années 80-90. Voilà, il y a vraiment eu cette mouvance et cette affirmation très très forte que l'eau est un bien économique. Et donc une vision de l'eau comme une ressource qu'il faut gérer. Donc c'est une vision très utilitariste. En gros, l'eau est là pour nos besoins d'agriculture, les grands barrages, l'énergie, etc. Et on va avoir une vision donc très économique. On a une ressource, on la gère et c'est le marché qui va le mieux gérer. C'est cette vision-là qui s'est imposée malheureusement à l'échelle internationale. Dans certains pays, c'est carrément allé vraiment très loin. Et là, je tenais à parler du Chili notamment. Puisque cette année, là, il y a quelques mois, on a remis le prix Daniel Mitterrand à un militant chilien qui s'appelle Rodrigo Mundaca, qui est militant donc, pour le droit à l'eau. Et en fait, au Chili, il faut savoir que c'est le laboratoire du néolibéralisme de toute façon, ça, il n'y a plus grand doute là-dessus. Mais du coup, sur l'eau, ils sont vraiment allés au fond des choses. Ils se sont dit, en fait, l'eau, c'est donc une ressource et on va pouvoir se l'approprier en tant qu'individu. Donc aujourd'hui, on a des individus, des ministres, des grands propriétaires fonciers et des personnalités qui ont un titre de propriété sur l'eau. Donc cette eau-là, elle leur appartient à eux. Et qu'est-ce qu'ils en font? Ils peuvent la vendre, la louer. Il y a des rivières qui sont mises aux enchères. Enfin, on est dans quelque chose qui est un peu difficile à comprendre, peut-être. Et c'est vrai que Rodrigo devait faire beaucoup de pédagogie pour essayer de faire comprendre aux gens ça, mais vraiment au Chili, en fait, c'est naturel. En tout cas pour les dominants. Et malheureusement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a aussi de la spéculation qui est faite sur l'eau, évidemment. Et en fait, on a donc une eau qui est accaparée par quelques grands puissants. Et à côté, on a des régions en sécheresse hydrique, mais qui ne sont pas dues à des causes naturelles, mais bien par une surexploitation en fait, de l'eau, et notamment là, pour la production d'avocats au Chili. Et donc ça pose la question du statut qu'on veut voir accorder à l'eau. Donc là, le statut, clairement, au Chili, c'est un bien commun. Un bien marchand, excusez-moi. Et justement, Rodrigo Mundaca propose, lui, une alternative. Et donc, il y a toute une mouvance, et vraiment des mouvements sociaux très, 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 très forts, pour aller vers une eau considérée comme un commun naturel, qui n'appartient à personne, et qui retrouve son statut d'élément en fait, qui soutient l'eau, qui est l'élément qui soutient toute vie sur Terre, et qui a une valeur intrinsèque et non plus juste une valeur marchande rattachée à ce que l'eau permet pour les besoins humains et industriels. Donc ça c'est assez intéressant, je pense aussi, de le garder en tête sur la question du statut qu'on va accorder à l'eau. Que dire de plus? Si la question de l'extractivisme vous intéresse, j'ai amené une brochure. Parce qu'on a fait, en fait, on a soutenu beaucoup de projets par le passé de dénonciation en fait, de projets miniers qui mettaient à mal l'eau. Et donc on a toute une brochure qui détaille bien en fait, les impacts concrets qu'ont les projets miniers, des projets gaziers, de pétrole sur le droit à l'eau. À la fois parce qu'il y a une surexploitation de l'élément en tant que tel, mais aussi une pollution majeure par ces industries. Donc si ça vous intéresse, il y a cette brochure ici. Et d'ailleurs, j'attire votre attention sur un cas qui est encore en cours. C'est en France, on a le projet de Montagne d'Or en Guyane, qui pour le moment est suspendu. Mais ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est qu'il n'est pas complètement stoppé, il peut reprendre à tout moment. Et ce qui est assez intéressant, c'est que
L'argument, c'est de se dire oui, mais vous inquiétez pas, ça va être une mine propre, ça va être une mine verte, donc on va faire notre max pour que les impacts soient les moins pires possibles. Et ça, c'est vraiment une théorie il y a un concept qui est très fort en ce moment, notamment en Europe, en se disant bon, ben, en gros, reprons des mines dans nos propres pays, parce que ce sera moins pire que si c'était des mines en Chine, en Afrique, etc. Et de se dire, bah, nous, on fera des mines un peu plus propres, un peu plus vertes. Sauf que, à ma connaissance, une mine propre, ça n'existe pas, ce n'est pas possible, c'est antinomique. Et donc, il y a vraiment un gros souci là-dessus, sur cette idée-là de mine verte. Il faut bien comprendre que si des projets industriels de cette ampleur voient le jour, bah, c'est tous des bassins hydrographiques qui sont menacés. Parce qu'à la moindre pollution, au moindre débordement des digues qui vont contenir les déchets miniers, c'est tout un réseau d'eau qui est pollué et qui est pollué pour des centaines d'années. Voilà, et puis peut-être sur cette question d'interdépendance entre la protection en gros de la nature, de l'environnement et en fait, c'est vraiment une condition sine qua non pour la jouissance des droits humains, et notamment du droit à l'eau, qui est vraiment le droit central de tous les autres droits humains. C'est-à-dire à partir du moment où le droit à l'eau n'est pas respecté, ça va être très difficile d'avoir un droit à la santé respecté, d'avoir un droit à l'environnement respecté, d'avoir un droit à l'alimentation respecté. Donc c'est vraiment aussi pour ça que l'eau est si centrale dans la plupart des luttes, quelles qu'elles soient. Et il y a aussi une relation très forte entre l'eau et le climat, comme on l'a vu hier avec l'intervention d'hier soir. Et donc là-dessus, on a produit une brochure aussi, alors que certains ont déjà eu apparemment, que certains ont eu au contre G7 où on était. Donc c'est Eau et Climat, et c'est cette idée-là de réexpliquer un peu les liens entre l'utilisation qui est faite aujourd'hui de l'eau pour les besoins industriels, agricoles, etc. Et comment tout ça vient perturber en fait le cycle de l'eau et par ricochet les cycles, le climat local et ensuite par ricochet le climat en général. Et donc c'est assez bien détaillé dans la brochure. Il y a pas mal d'exemples en fait aussi de savoirs traditionnels pour sortir un peu de cette idée que c'est la technologie qui va nous sauver. Ricardo insistait beaucoup là-dessus et c'est vrai que nous ce qu'on constate, c'est qu'il y a vraiment une puissance réelle des savoirs qu'on dit traditionnels, des savoirs autochtones et des savoirs qui sont finalement basés sur du bon sens, mais qu'on a beaucoup perdu et qui en fait permettent vraiment une gestion, une réappropriation en fait de ces savoirs-là est fondamentale. Et donc il y a par exemple l'exemple des joades en Inde, je ne sais pas si ça vous parle, mais c'était une ancienne technique en fait qui était utilisée en Inde pour capter l'eau de pluie et qu'elle s'infiltre et qu'elle permette une meilleure utilisation par la suite quand il y avait des sécheresses. Enfin, bref, c'est assez intéressant de voir toutes ces techniques-là de savoir traditionnel. Et pour avoir travaillé sur la question de la biopiraterie, donc en fait ces industries cosmétiques, agroalimentaires, pharmaceutiques qui viennent copier des savoirs des peuples autochtones. Par exemple, je sais pas, je donne un exemple au hasard, une plante en Guyane, on sait qu'elle a des propriétés pour lutter contre le paludisme. Bon, bah, une industrie ou un institut de recherche vient, copie exactement ce savoir-là qui était connu par ces peuples et se considère ensuite l'inventeur. Bon, bah ça, typiquement, c'est ce qu'on appelle la biopiraterie. Et je trouve que ça permet de vraiment souligner le fait qu'aujourd'hui, on a tendance à ne valoriser que la science à l'occidentale, la science dite des sciences dures, la science écrite, la science où on va décrire des molécules précisément, alors que ce savoir, il existait par le passé, il existait par ces populations-là. Et donc, je trouve que ça interroge bien cette question-là de quel rapport à la science on a et à ces savoirs. Et un élément, peut-être une anecdote, mais je ne sais pas si vous avez constaté, mais à chaque fois qu'on parle de ces savoirs, on ne peut pas s'empêcher de mettre un adjectif à côté. Traditionnel, ancestral, autochtone. Et pourquoi juste pas savoir?
on est obligé de les qualifier comme si c'était pas tout à fait de la science. Et pour moi, ça c'est quand même un élément révélateur et que je voulais mettre sur la table, surtout après l'intervention ce matin de Ricardo sur la technologie qui nous sauvera à tous, et qui est un peu ce qu'on entend aujourd'hui comme discours dominant. Je pense qu'on en est loin, et d'ailleurs, même les rapports du GIEC, de l'IPBES, enfin, toutes ces plateformes de scientifiques qui réfléchissent nous poussent à aller davantage vers les savoirs autochtones et à avoir des coopérations en fait avec ces peuples-là. Donc il est temps que la logique s'inverse. En fait. Je vais m'arrêter là, après si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je te laisse dire la méthode. Merci déjà. Je vous propose qu'on enchaîne tout de suite sur l'intervenant suivant, qui est Jean-Pierre Wauquiez. Merci encore, Marie. Bon, merci de votre invitation. C'est vrai que c'est avec les rencontres qu'on grandit. C'est extrêmement intéressant. Je voudrais remercier beaucoup l'homme qui nous permet depuis longtemps de réunir. Alors, ça va pas. C'est bon là? Oui. Bon, voilà, je remercie les organisateurs. C'est vrai que c'est classique, mais c'est vrai que c'est des moments de rencontre et c'est comme ça qu'on grandit. En tout cas, je crois, c'est une certitude. Et puis surtout aussi remercier notre maître, je vais jusque-là, Ricardo Petrella, avec Anne, sa femme, qui pas pour rien dans sa présence, ou la qualité de sa présence. Et je crois que c'est vrai que ça fait partie des amis maintenant qui permettent ces rencontres, et ça c'est assez extraordinaire. Voilà. Donc je viens parler un peu de notre vécu dans H2O Sans Frontières. C'est une association qu'on a montée en 1998 avec des copains. Passionnés par l'eau, on était tous tombés dans l'eau à un moment, et donc ça nous passionnait parce qu'en Auvergne, puisque nous sommes sur Clermont-Ferrand, et en Auvergne, vous savez, on a des lacs, on a des rivières, et c'était un moment où les politiques du coin s'étaient dit on va privatiser les lacs, on va voir sur les bords des rivières si on ne peut pas aussi privatiser. Et donc on s'est lancé là-dedans. Alors là-dedans, il y avait des médecins, des infirmières, il y avait des enseignants, il y avait des techniciens de l'eau, enfin tout ça. On s'est trouvé 25-30 à œuvrer là-dessus. Puis un jour, eh bien ça nous arrive aujourd'hui, on rencontre Ricardo Petrella qui est encore pire que le coronavirus et qui nous met la passion, et ça a décuplé les choses. Voilà. Donc pourquoi l'eau? Eh bien l'eau, d'abord parce que c'est tellement évident, c'est pourquoi on est passionné par ça. D'abord parce que c'est la source de toute vie, c'est sûr. D'autres éléments qui sont importants, je crois, c'est le fait que l'eau est rassembleuse, parce que multidisciplinaire et transdisciplinaire. On n'a pas beaucoup d'éléments qui permettent à des gens différents de se réunir dans notre société. On est très hyper spécialisé, et ça c'est un vrai problème. Et on perd la notion globale des choses, et donc c'est vrai que l'eau permet de faire rencontrer des scientifiques, des gens qui s'occupent de sciences dites humaines, des philosophes, des gens qui s'occupent d'énergie, des gens qui s'occupent d'éducation, bien sûr, des gens qui s'occupent de sport, des gens qui s'occupent de sciences au sens, et aussi des gens qui s'occupent de culture, et aussi de spiritualité en tant qu'élément, comme vous le savez, qui est un élément important dans bon nombre de religions et de sociétés traditionnelles comme élément purificateur. Donc ça permet, ça c'est très intéressant. Après, si on veut vraiment gérer l'eau correctement du local au global, il faut que nos sociétés intègrent des valeurs qu'elles sont en train de perdre. Donc je vous en parlais tout à l'heure. Dire aussi quelque chose une image que j'aime beaucoup, et puis quand on est avec les enfants, même pas les grands-enfants, vous voyez, dans ce verre là, il y a la plus vieille antiquité de la planète. Ce qui est dans ce verre, ça a 4 milliards 500 millions d'années. C'est la même. Et donc vous avez là des molécules d'eau qui, certaines, ont dû participer au bain de Cléopâtre, c'est possible. D'autres pas, qui ont participé à étancher la soif de Gandhi, c'est possible. D'autres qui ont permis à une graine de baobab de grandir en Afrique. Enfin, tout ça, vous voyez, aujourd'hui, c'est une eau qu'on utilise, qu'on n'a aucunement le droit d'exprimer en termes de propriété, et quel que soit l'usage, il faut qu'on le restitue de manière à ce que ça ne porte pas atteinte à toutes les formes de vie. C'est comme ça aujourd'hui, et ça sera toujours ainsi. Donc ça, c'est quelque chose qu'on emprunte. De toute façon, si on ne restitue pas correctement, la vie future est foutue.
Après, il faut qu'on se dise aussi les uns les autres qu'on est faits tous ici, sauf des situations pathologiques particulières, mais nous sommes faits tous de 70% d'eau et pas 70% de pétrole. Et qu'à partir de là, il faut bien qu'on considère que ce n'est pas une marchandise banale, parce que si ça devient banal, là, problème pour la quantité et la qualité de vie. Important. Après, comme vous savez, c'est un élément qui est, on va dire, le bien commun, le patrimoine commun, selon les juristes, mais enfin, on se comprend, de toutes les formes de vie, et pas uniquement l'homme. Ça veut dire par là qu'il faut qu'on arrête notre attitude anthropocentrique de l'homme, qui se considère chef de la nature. Il faut qu'il se considère, qu'on se considère appartenant à la nature, comme tu disais tout à l'heure, pas y être, mais en être. C'est ce qui nous différencie beaucoup de cultures, et la culture occidentale a bien à apprendre de d'autres, j'y reviendrai tout à l'heure. Voilà, après, le maillon essentiel qui va nous permettre d'évoluer favorablement, c'est le sens de mon intervention, c'est l'éducation. Alors avec l'éducation, c'est bien sûr favoriser la connaissance des phénomènes, mais aussi de promouvoir des attitudes respectueuses, citoyennes. Et il est extrêmement important, et Ricardo nous le rappelait, et d'autres aussi, qu'il faut impérativement, d'urgence, rétablir une éthique relationnelle entre l'homme et l'eau sous tous ses aspects scientifiques, ses aspects économiques, mais aussi ses aspects culturels, et effectivement, ça peut permettre, au sens laïque du terme, de sacraliser la vie. Et je crois que ça c'est absolument fondamental, et c'est par l'éducation qu'on y arrive. Alors, je vais plagier un petit peu Ricardo, mais c'est obligatoire, puisqu'on est tous, on a tous la ricardite aiguë, là. Simplement, je crois que c'est vrai qu'avec l'eau, ce sont ces mots, hein. Alors j'y ai rajouté quelque chose après, mais on peut réussir un modèle éducatif réussi de démocratie. Toujours pareil, on ne peut pas gérer l'eau correctement sans intégrer à nos sociétés des valeurs, et ça passe par les mots, obligatoires. Parfois le mal est fait, mais là on a une matière première fantastique, parce que tous les mômes à qui on parle de ça, qu'on fait réfléchir, sont des mômes qui sont émerveillés, qui sont d'accord pour fraterniser entre toutes les cultures, avec toutes les formes animales et végétales. Ça c'est fantastique, donc il ne faut pas rater ça. Voilà, alors en ce qui concerne ce qu'on peut intégrer à notre société, à notre éducation, c'est plusieurs éléments. Un, abandonner l'individualisme et la compétition dans nos systèmes éducatifs et faire en sorte, là c'est le mot de Ricardo, c'est de faire en sorte que nos sociétés fonctionnent autrement que par antagonisme. Ça, il faut que nous... À la limite, c'est même dire, voilà, vous rentrez dans cette école, c'est pas d'être premier, c'est d'être premier ex aequo. Ça peut le faire, et je pense que les mômes, si on leur dit ça, ils sont d'accord. Ça veut dire par là qu'on n'aura pas une concurrence d'ego, mais on aura cette complémentarité. Deux, ce qui est important, c'est le partage du savoir. Partage du savoir entre local et à l'échelle de la planète, dans le cadre de la multiculturalité. Parce qu'il est sûr, aujourd'hui, qu'on n'avancera pas si on n'apporte pas autant d'importance à la multiculturalité qu'à la biodiversité. Les deux vont ensemble. Et on ne peut pas, aujourd'hui, raisonner qu'en tant qu'occidentaux, j'y reviendrai tout à l'heure. Après, on a un problème, c'est que dans l'hypertechnicité de nos sociétés, on fait passer le comment avant le pourquoi. Et dans notre système éducatif, il faut impérativement qu'on intègre le pourquoi avant le comment faire les choses. Et moi, je suis un adepte, vraiment, et j'ai assisté à des séances avec quelqu'un dont vous avez entendu parler, peut-être c'est Frédéric Lenoir. Il faut intégrer la philosophie dès l'école primaire. Et que les mômes viennent non pas pour savoir quel boulot ils vont faire, au service d'une société X, Y, mais pourquoi ils vont vivre. C'est fondamental. Et à partir de là, on peut, je crois, intégrer le fait que le moins peut être l'ami du mieux, à condition que ça soit raisonné d'un plus jeune âge, et qu'après on avance collectivement vers ces formes de vie. Je suis absolument pas certain que ça peut être ses joies. Après, on parlait tout à l'heure, c'est arrêter l'anthropocentrisme de l'homme. Il faut qu'il se considère intégré à la nature, ça c'est absolument indispensable. Aussi, se dire qu'on veut tout inventer. Mais si on veut voir loin, il nous faut une mémoire longue. Ça veut dire que on sait, quand on regarde, que les anciens ont depuis longtemps inventé le développement durable. Alors nous, devant nos ordinateurs, là, on est en train de tout inventer, machin, etc., l'occidental, pas que l'occidental, mais si on se tourne un peu loin en même temps, nos anciens ont beaucoup de choses à nous apprendre. Et l'absence des leçons de l'histoire aujourd'hui, quelle que soit, correcte. Moi, je me pose un problème majeur et je crois qu'il faut
intensifier ça. Après, si on commence comme ça, il faut qu'on demande à nos décideurs de troquer leur heure contre le temps de l'année. On sait très bien aujourd'hui que les décisions qu'on prend sur l'écologie donnent des résultats 10, 15, 20 ans, 30 ans après. C'est au-delà des mandats électoraux. Et là se pose un problème majeur. Il faut vraiment qu'aujourd'hui, ces gens troquent leur heure contre le temps. Et on est dans un monde d'immédiateté. Après, c'est se dire que faut qu'on soit intelligent. Et l'intelligence, c'est le fait qu'on se rende compte des limites de nos écosystèmes. Limites de préhension, limites d'auto-épuration. Et ça, les mômes, ils le comprennent bien. Si on leur explique ça de manière plaisante, sans leur dire fais pas ci, fais pas ça, mais quand on les fait réfléchir, ils sont bon, ok, ils disent pourquoi pas. Pareil, je vous parlais tout à l'heure, du moins, ami du mieux, oui. Aujourd'hui, on est tout à fait capable de faire passer dans nos systèmes éducatifs la notion de sobriété qui est indispensable dans notre siècle. C'est peut-être la première réforme, la sobriété. Parce qu'en réalité, le bonheur, c'est quoi? Le quoi? C'est passer un moment comme on passe tout de suite, manger, échanger, la tendresse, l'amour, tout ce, mais il n'y a pas grand-chose d'autre. Hein. Donc, on peut vivre sobre, heureux, ça c'est sûr. Et puis, je vous en parlais tout à l'heure, mais le fait de communiquer avec des cultures qui sont des cultures qui ne sont pas les nôtres, africaines, Amérique du Sud, etc., ben ça, il nous confirme ce genre de choses, c'est évident. Voilà. Alors, je crois qu'il faut aussi inclure dans nos systèmes éducatifs, mais ça a été redit à plusieurs fois, mais la notion de bien commun. Il y a des choses qu'on ne peut pas marchandiser. Alors, c'est vrai que l'eau, ça permet de rassembler beaucoup de gens autour de ce sujet-là, des gens divers dont je vous parlais tout à l'heure, mais ça peut aussi s'étendre sur la santé, l'éducation, tout ça. C'est sûrement des éléments qui ne conviennent pas de marchandiser. Alors, j'en viens un peu à nos expériences. Donc, nous, donc comment vous dire, cette éducation, elle doit conduire à transformer l'homme en citoyen responsable, on va dire acteur éclairé de nos sociétés, et capable de bonnes décisions dans l'intérêt du collectif, toute forme de vie confondue. Et c'est sur ces bases qu'on essaye de mener dans notre H2O sans frontières deux initiatives, les cours d'eau d'H2O et une coopération avec des communes, des villages ruraux du Burkina Faso. Alors je commence par les cours d'eau d'H2O. Donc les cours d'eau d'H2O, c'est un rendez-vous annuel des scolaires de notre académie de Clermont-Ferrand, donc c'est l'Allier, le Puy-de-Dôme, l'Haute-Loire et le Cantal, sur l'eau multidisciplinaire et transdisciplinaire. On s'adresse à des jeunes qui sont de la maternelle, école primaire, collège, lycée. Voilà. Ça concerne tous les ans à peu près 10 000 scolaires. Voilà, ça c'est... on fait ça, cette initiative, en lien direct avec notre rectorat, notre académie, la communauté de communes de Clermont-Ferrand qui représente 21 communes, qui représente à peu près aujourd'hui 300 000 habitants, plus la CMRAP, etc. Donc ça représente en tout à peu près 180 communes qui participent à ça, plus des services de l'État. Un service de l'État, c'est essentiellement l'ARS, l'ADREAL, des institutions comme l'université, des associations multiples, des entreprises qui viennent, mais avec un objectif non marchand, en signalant qu'il n'y a pas de marque d'eau minérale, il n'y a rien du tout, on boit l'eau du robinet, tout ça. Voilà. Alors, ça c'est nos partenaires, et au niveau du timing, les cours d'eau d'H2O débutent dès la rentrée scolaire, c'est-à-dire que tous les établissements scolaires de notre académie, on signe le top départ, et si les enseignants veulent traiter un sujet qui est un sujet sur l'eau, mais ça peut être l'épuration, ça peut être la facture d'eau, ça peut être toutes sortes de biologie, pathologie. On a une cinquantaine de partenaires qui sont des gens qui ont des spécificités de compétences. Et donc, les enseignants qui veulent traiter un sujet peuvent faire appel à nos partenaires de manière à traiter le sujet en cours d'année avec leurs élèves. Voilà. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, on a la cerise sur le gâteau, si on peut le dire, si on a la cerise, c'est qu'au mois de mai, on réunit à la Maison des Sports Clermont-Ferrand, on réunit environ 5-6 000 élèves sur ce thème de l'eau multidisciplinaire, et on a nos partenaires, une quarantaine, qui viennent présenter leurs spécificités.
Là, on privilégie l'oralité, on fait des petits groupes, etc. On en parlera tout à l'heure si vous voulez, mais ça va être un petit peu long. Et ce qui fait que les mômes viennent une demi-journée, souvent une journée entière, donc on a de quoi les faire manger, etc. Et ce qui leur permet d'avoir cette vision à la sortie de cet eau bien commun, c'est le filigrane de ce qu'on fait, et la multidisciplinarité, le fait que ça a une capacité justement de réunir des gens différents. Voilà. Donc c'est ce qu'on fait là. Et puis, à chaque visiteur, c'est pour ça que je vous en ai amené quelques-uns, on distribue un livret pédagogique, on l'intitule comme ça, qu'on essaye de ne pas le faire trop moche, de manière à tous les élèves qui viennent, de manière à ce que nos partenaires puissent y exprimer leur spécificité. Ce qui fait que les mômes gardent ça le plus souvent, le montrent à leurs parents, et surtout aussi, ça sert aux enseignants, parce que s'ils veulent traiter des choses l'année suivante ou dans la foulée, ils ont les coordonnées, ils savent quels sont un petit abstract de résumé de la spécificité de chacun de nos partenaires. Deuxième activité, depuis 15 ans, on mène des actions de coopération avec 10 communes rurales du centre-ouest du Burkina Faso. Nos objectifs, c'est l'eau, d'abord l'eau, c'est l'éducation de base, la santé. Et on fait ça avec des partenaires qui sont essentiellement la communauté de communes de Clermont-Ferrand, et donc les 21 communes, et puis l'agence de l'eau Loire-Bretagne. Comment vous dire, au niveau du contexte local, nous sommes l'eau, c'est pour ça que l'eau permet d'aborder ce type de sujet dont je vais vous parler. Le contexte local, c'est que en Afrique de l'Ouest, 80% de la population vit dans des villages ruraux où il n'y a rien. Les 20%, c'est les capitales régionales, c'est certaines communes qui sont importantes, mais le reste, ce sont dans des villages où il n'y a rien. 80% de la population. Là, il y a une précarité phénoménale, puisqu'il n'y a souvent pas l'eau dans les écoles, il n'y a souvent pas l'eau dans les dispensaires, et c'est vraiment problématique. Et donc ça veut dire que l'éducation de base, compliquée, difficile, extrêmement amputée, et la santé, problème de santé difficile, puisque ces femmes accouchent, entre autres, pathologies, l'accouchement n'étant pas une pathologie, mais le fait d'accoucher dans la poussière à la lampe torche, les complications sont importantes, mortalité, problèmes infectieux, etc. Ça veut dire qu'il y a, dans ces pays-là, une énorme, il y a une qualité de vie quotidienne qui est assez catastrophique, et qui amène à 3 éléments qui sont des éléments de notre société. C'est pour ça que l'eau permet d'aborder ça. Ces gens, c'est l'exode rural. S'il n'y a pas l'eau, s'il n'y a pas l'électricité, ils s'en vont. Sans aucune spécialité. Ils vont dans les grandes villes. C'est toutes les mafias possibles, c'est vous imaginez tout ça. Et donc, c'est la cause première d'émigration. Émigration dans l'Afrique, ce qui est peut-être la plus dangereuse. Deuxièmement, on sait que si on n'améliore pas, s'ils n'améliorent pas l'éducation de base, on sait qu'une femme alphabétisée dans le monde a en moyenne 2,8 enfants. Une femme analphabète, 6,8. Conclusion. Éducation de base. Voilà. Et donc, en plus, se dire que s'il n'y a pas cette alphabétisation de base, qui peut être, entre autres, une résultante du fait qu'il n'y ait pas l'eau dans l'école, c'est aussi ça une des causes premières du radicalisme religieux, parce que les gens analphabètes sont des proies phénoménales pour des gens qui viendront proposer n'importe quoi. Donc ces 3 choses sont importantes, et l'eau permet d'aborder ces situations-là. Alors je ne vous dis pas qu'on va supprimer les migrations, etc. avec ça, mais c'est une goutte d'eau, je pense, qui est importante. Si on met plusieurs gouttes d'eau ensemble, ça peut être bien, je pense. Voilà, donc ce qu'on fait, c'est que quand sur ces... J'en ai pas pour longtemps, n'ayez pas peur, mais simplement c'est le fait aussi que dans notre type de coopération, on fait en sorte de mettre ces gens en première ligne. C'est-à-dire que dans chaque commune où nous sommes, nous avons avec eux monté une association de société civile officielle qui réunit une trentaine de personnes où il y a les gens de la santé élus par la population, les gens de l'éducation, les gens du commerce, de l'artisanat, et les groupements de femmes, bien sûr, qui sont les rouages officiels, qui
sont indispensables, les chefs traditionnels, les comités des sages. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'on fait quelque chose là-bas, c'est eux qui prennent ça en main pour une responsabilité, pour un développement, on va dire, responsable, collectif, durable et citoyen. Ça, voilà, il y a une responsabilité. Nous, on est là pour les aider matériellement, mais c'est eux qui commandent. Hors de question de faire autrement. Voilà. Deuxièmement, à chaque fois qu'on fait un ouvrage, que ce soit un ouvrage sur l'eau ou l'électricité, ils montent un comité de gestion, parité homme-femme, et le trésorier est toujours une trésorière responsable du groupement de femmes du village. Là, on a toute sécurité, autrement, c'est compliqué. Voilà. Après, tout ce qu'on fait, on n'envoie pas les containers jamais, etc. Si on a besoin de quelque chose, c'est là-bas qu'on achète. Et quand on fait faire des travaux, c'est fait avec des artisans locaux du Burkina Faso. Voilà. Alors, après, on a, c'est pour ça que c'est dans le sujet d'aujourd'hui, là, c'est que aujourd'hui, il faut, à mon sens, obligatoirement intégrer à la coopération la connaissance de la culture de l'autre. C'est indispensable, pas que ce soit une action de charité, on envoie 14 dictionnaires, on envoie un container, etc. Non. Je crois qu'il faut impérativement, parce que aujourd'hui, nous tous ici, je pense, le monde auquel nous aspirons, je pense, c'est un monde qu'il convient de co-construire entre toutes les cultures et pas qu'entre occidentaux. Indispensable. Comment vous dire? Je crois que pour l'imager, c'est qu'il faut qu'il y ait une sorte de tri sélectif entre toutes les cultures et qu'on choisisse tous ensemble ce qui est bien dans chaque culture et qu'on le fasse fonctionner communément. Il y a des trésors partout. On parlait ce matin hier des sociétés traditionnelles qui peuvent nous donner des leçons, mais bien sûr qu'ils peuvent nous donner des leçons. Mais c'est qu'une certitude, alors arrêtons de faire des recherches à l'occidental, et voilà, ça c'est important. Voilà. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une réciprocité, on peut les aider, et eux peuvent nous aider en nous passant des valeurs qui sont des valeurs de solidarité, qui sont l'écoute, le respect des anciens qu'on est en train de perdre totalement, et puis aussi l'appartenance à la nature. Et donc, ce qu'on fait, c'est que toutes les écoles là-bas qui ont bénéficié des travaux dont je vous parlais tout à l'heure, on les met en contact depuis 5 ans avec nos écoles nouvelles. Et dans le cadre d'accords officiels entre les structures de l'éducation d'ici et de là-bas, pour qu'il y ait une durabilité. Et donc aujourd'hui, il y a 4 jours, on a fait partir 8000 boulots, des travaux d'école de chez nous, qui vont aller retrouver 10 000 gamins, 10 000 écoles, pas 10 000 écoles, mais 10 000 pour 10 000 gamins là-bas. Et donc, on a, depuis maintenant 5 ans, des trésors. Ils échangent sur qu'est-ce que c'est le bonheur, qu'est-ce que c'est que la vie quotidienne, qu'est-ce que c'est que la vie familiale, qu'est-ce que c'est que le rire, qu'est-ce que c'est que le vivre intergénérationnel. Et on a des leçons à ce qu'on recherche avec ces échanges entre gamins. Et c'est vraiment extraordinaire. Je termine en vous disant aussi qu'on s'est mis maintenant au pied avec Emmaüs du sud de la France, et les 25 communautés Emmaüs du sud de la France viennent avec nous dans les villages pour la coopération, en sachant que les compagnons et les gens d'Emmaüs vont être en lien avec les populations de là-bas, et les communes d'Emmaüs, qui sont de Nice à Perpignan, c'est le sud de la France, certaines écoles vont être en lien avec les écoles aussi du Burkina, dans le cadre de la connaissance de la culture de l'autre. Je vous remercie. Merci à toi Jean-Pierre encore. Et puis pour terminer cette première partie de la séance sur les interventions, je cède la parole à Pauline Boyer. On va rallumer ça. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Pauline Boyer, je suis une des coordinatrices de l'énorme mouvement qui est Alternatiba et AMECOP 21, donc parmi plein d'autres personnes. Et ce que je vais apporter cet après-midi, c'est l'explication de que font les mouvements Alternatiba et AMECOP 21, et peut-être ça mettra des petites graines dans ce dont on a parlé depuis hier maintenant, que sont les habitants de la Terre, et comment on pourrait diffuser cette idée et la concrétiser. Donc, Ricardo Petrella a dit plus tôt ce matin que l'espèce humaine avait le monopole de la sauvegarde ou de la destruction de la planète depuis qu'on a l'arme nucléaire.
Mais on a aussi l'arme du dérèglement climatique, puisque c'est cette bombe à retardement qu'on a déclenchée depuis l'ère industrielle, donc depuis plus d'un siècle, qui s'accélère. Et nous avons pris cet angle-là. Donc notre slogan, c'est le changement de système, pas le climat, parce que le climat conditionne nos conditions de vie dignes sur Terre. Alternatiba et ANV COP21, donc Action non violente COP21, ont été créés après la COP de Copenhague, donc celle de 2009, où on pensait qu'on allait avoir un accord ambitieux pour le climat, qui serait contraignant, et où tous les États du monde allaient réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, ce qui n'a pas été le cas. Et suite à ça, des personnes du Pays Basque ont réfléchi avec beaucoup d'autres personnes et se sont dit, mais en fait, on va aborder le dérèglement climatique par les aspects positifs qui sont qu'on a déjà toutes les alternatives pour vivre différemment. Mais on parle surtout de catastrophes, donc on va nous montrer tout ce côté positif, ce côté de proposition, et c'est comme ça qu'Alternatiba est née. Donc à la fois sur cette jambe de proposition d'un nouveau système, des alternatives, et à la fois avec la résistance, la non-coopération et l'opposition aux projets qui continuent d'alimenter le dérèglement climatique. Et ça, c'est le côté Action non violente COP21. Je vous en reparlerai après, un peu plus tard, où on a le mode d'action, on utilise le mode d'action de la désobéissance civile. Donc Alternatiba, c'est quoi? À la base, ce sont des villages des alternatives. Donc on réunit sur 2 jours, dans l'espace public, des personnes, des porteurs de projets qui montrent comment est-ce que déjà aujourd'hui on peut vivre différemment, on peut s'alimenter différemment, se déplacer différemment, produire de l'énergie différemment, avec tous ces thèmes toutes ces questions qui se posent, quelle gouvernance est-ce que nous voulons, la question de comment est-ce qu'on gère les biens communs, comment est-ce qu'on change notre modèle financier, etc. Et c'est donc le premier village a eu lieu en 2013 à Bayonne. Il avait réuni 12 000 personnes. C'était 10 jours après la publication du 5e rapport du GIEC qui nous alertait de nouveau sur l'état catastrophique de l'évolution du climat. Donc Alternatiba, c'est aussi appuyer le développement d'alternatives locales. Donc tout ce qui est AMAP, système de troc comme le sel, monnaie locale, ça c'est le Shko qui est donc la monnaie du Pays Basque. 1 million de Shko en circulation, c'est la première monnaie locale d'Europe. Des alternatives d'énergie citoyenne gérées par les citoyens, comme le parc solaire des survoltés d'Aubais. Ça, c'est le projet du Transiscope. Le Transiscope, c'est un projet qui est géré par plusieurs associations, dont Alternatiba, qui recense sur un même portail les alternatives au niveau des territoires. Parce que c'est toujours dans cette même volonté de faire connaître ce qui existe déjà et qui n'est pas accessible au grand public parce que ça ne passe pas sur TF1, parce que... voilà. C'est donc un des autres projets qu'on a fait 2 fois, c'est le Tour Alternatiba, pour passer sur des territoires, pour aller voir les gens, et sous prétexte de passage du vélo, de la caravane donc de vélo, qui chaque soir faisait une conférence sur le dérèglement climatique et les moyens d'agir concrets qu'on a, eh bien, ça mobilise les gens au niveau des territoires. Ça fait se rapprocher les associations entre elles et ça retisse un tissu qui est parfois distendu, qui parfois n'existe pas, et ça a déclenché des dynamiques partout sur les territoires. En 2015, juste avant la COP21, on a fait presque 6000 km sur presque 200 territoires où tous les midis et tous les soirs, il y avait une Vélorussion et les personnes qui arrivaient. Les marches pour le climat. Les marches pour le climat, c'est aussi un moyen d'amener les gens dans cette thématique, parce que c'est le moment, depuis 1 an et demi, depuis la démission de Nicolas Hulot, depuis Greta Thunberg, qu'il y a un regain
de prise de conscience, une accélération des prises de conscience, et ça nous a permis, nous, de faire passer nos messages de changement de système, donc de changement radical de système, parce que l'objectif, en tout cas, d'Alternativa, ou ce qu'Alternativa veut contribuer à faire, c'est de contribuer à former un mouvement de masse, donc de citoyens, qui soit radical dans le sens où on a besoin de changer le système à la racine, donc c'est repenser complètement la manière dont on vit dans tous les domaines de la vie quotidienne, c'est le changement de paradigme, et donc c'est par la masse qu'on va arriver à forcer les décideurs à faire changer, à changer leur mode de gouvernance, et surtout à prendre des mesures qui sont aujourd'hui nécessaires pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, pour garantir la justice climatique et la justice sociale. Et on a aussi développé, on est en train de développer des lieux, des bases logistiques d'Alternativa, d'AMBCOP21, souvent avec plein d'autres associations, comme ça c'est la base à Paris qui a ouvert l'année dernière, et ça permet aussi d'avoir des lieux de rencontre. Une autre de nos campagnes, donc ça c'est dans l'optique de recruter des bénévoles, de former des troupes. C'est dans l'optique de s'ancrer dans les territoires. Et après, on a plein de campagnes qu'on mène. Parce que les gestes individuels, les changements de vie individuels sont importants, mais ils ne suffisent pas. Et c'est dans cette optique qu'on a lancé la campagne Alternative territoriale pour la métamorphose des territoires. Métamorphose, c'est le terme cher à Edgar Morin. Pourquoi ? Parce que selon le GIEC, 50 à 70% des leviers d'action pour le climat se trouvent sur les territoires. Parce que toutes les décisions que prennent les communes, que prennent les intercommunalités, elles jouent sur l'aménagement du territoire, la gestion des forêts, la gestion de l'eau, et qu'est-ce qu'on mange dans nos cantines. Tout ça, ça a un impact sur les émissions de gaz à effet de serre du territoire, mais si on va plus loin, ça a un impact sur notre bien-être, ça a un impact sur notre vie quotidienne aujourd'hui et la vie des générations futures, puisque c'est ça que nos actions d'aujourd'hui vont dessiner le monde de demain pour les générations futures. Donc on a lancé cette campagne sur les plans climat, air, énergie territoriaux qui devaient être rendus par les intercommunalités fin 2018 pour qu'elles expliquent comment on va faire pour réduire les émissions de gaz à effet de serre au niveau des territoires. Et donc ça c'est un outil qui nous sert à la fois, le premier but c'est de mobiliser les citoyens sur les territoires et les citoyennes. Parce que c'est sans la mobilisation, on pourra aller voir les élus, mais si on a des élus de gauche qui sont acquis à la cause, oui ils vont le faire, mais c'est loin d'être le cas dans plein d'endroits. Et pourtant, si on se met tous ensemble, on peut construire un rapport de force avec les élus pour les forcer à adopter des mesures qu'ils ne veulent pas adopter. Donc là, nous sommes dans une période particulière puisque les élections municipales approchent à grands pas. Et plusieurs groupes, donc on a en tout 138 groupes Alternativa et AMBCOP21 en France. On a un groupe au Sénégal, un groupe en République démocratique du Congo et on a 28 groupes en Haïti. Et donc, dans tout l'Hexagone, il y a plusieurs groupes qui se sont vraiment penchés sur les campagnes au municipal. Il y a des débats qui ont été organisés avec des candidats pour leur demander quel est leur positionnement sur telle mesure, telle mesure, telle mesure. Et le groupe au Pays Basque, BICI, qui est affilié à Alternativa aussi, a produit ce pacte pour une métamorphose écologique au Pays Basque, qui est donc le pacte 2020. Et si on va voir un peu, donc il demande aux candidats de se positionner sur, donc conscient de la nécessité absolue d'agir avec force et détermination à l'échelle communale et intercommunale pour contribuer à limiter le réchauffement planétaire à +2, voire +1,5 degrés, éviter le pire scénario du dérèglement climatique afin d'assurer un avenir viable à l'humanité et à la biodiversité planétaire. Si nous sommes élus en mars 2020, notre liste
s'engagent au cours des mandats communal et communautaires 2020-2026 à... Et là, donc, on a plusieurs rubriques. On a la rubrique mobilité. Donc, c'est au niveau de notre ville, favoriser, quand on réaménage la voirie, on favorise la marche, puis le vélo, puis le bus et en tout dernier la voiture. C'est donc agir au niveau de la maîtrise de l'énergie dans les bâtiments. Donc ça, c'est toute la question de rénovation énergétique. C'est viser à avoir un territoire à 100% énergie renouvelable. C'est agir pour une agriculture et une alimentation bio et locale. Agir pour avoir une économie locale par le développement de la monnaie locale. C'est avoir une politique de réduction des déchets qui ne soit pas le 100% recyclable, mais qui soit basée sur la réutilisation. Et le dernier, c'est exécuter totalement le plan climat air-énergie territorial du Pays Basque. Parce qu'ils ont travaillé à faire en sorte que ce plan climat soit ambitieux et donc que les élus s'engagent à le respecter. Parce que faire signer un pacte comme ça, c'est très bien, mais par contre, il y a un travail énorme derrière pour pousser les élus à, une fois qu'ils sont élus, à l'appliquer. Donc c'est pour ça que la pression citoyenne, elle est fondamentale pour faire avancer les choses et pour maintenir la pression derrière. Donc ça, c'est sur le site de Bici. Avant de voter, je regarde si la liste a signé. Donc il y a une énorme campagne de com derrière. Et ce qu'on voit avec ce pacte, c'est que, et ça c'est pour penser le changement de système, on a besoin de penser à l'échelle locale, en fonction de notre culture, en fonction de la géographie, en fonction des aménagements déjà en place, en fonction de tous ces critères-là qui font qu'il n'y a pas une recette magique qu'on va appliquer à tout. C'est au niveau d'un territoire, on va réunir les experts qui connaissent le terrain, on va discuter avec eux et c'est comme ça qu'on va trouver les meilleures solutions qui seront adaptées à la situation. Il y a aussi donc, cette initiative du collectif pour la transition citoyenne, le CTC, donc, qui réunit énormément d'associations, qui propose également un pacte à signer. Donc ça, c'est un pacte plutôt général avec 32 mesures. Les maires les candidats peuvent s'engager à adopter ce pacte. Donc c'est un autre outil qui peut être utilisé. Alternativa met à disposition des kits et des boîtes à outils sur son site internet qui sont à télécharger si vous le voulez. On a aussi donc on fonctionne en réseau. Chaque groupe Alternativa est autonome, mais par contre a accès à des formations en ligne où les gens peuvent venir aussi au camp climat pour se former sur toutes sortes de choses. Donc comment faire du plaidoyer local, donc avec cette campagne alternative territoriale, comment communiquer, comment gérer la logistique, comment cuisiner pour 2000 personnes, etc. etc. Et donc ça c'est un des exemples, donc le kit des municipales 2020 qui a été fait, donc c'est une trentaine de pages pour accompagner les personnes qui veulent se mobiliser sur cette question-là. Donc ça c'est tout le côté proposition d'un nouveau système. Le côté opposition, c'est si on avait un siècle ou 2 siècles, on pourrait se dire bon bah on y va dans les alternatives, ça va avancer tout doucement et petit à petit elles vont devenir la norme. Mais étant donné qu'on doit réduire drastiquement nos émissions de gaz à effet de serre très rapidement, on est déjà super en retard, donc j'arrive même plus à dire de date ou quoi. Maintenant on arrête de coopérer et on s'oppose aux projets qui vont dans le sens inverse de là où on voudrait aller. Que ce soit en termes d'augmentation du dérèglement climatique, on va s'opposer aux projets qui détruisent les acquis sociaux, parce que c'est tout un projet de société solidaire et juste qu'on défend. C'est pas seulement l'arrêt des émissions de gaz à effet de serre, on veut une transition, mais pas n'importe comment. On veut une réduction des inégalités qui va avec. Donc, ces projets, ils sont au niveau local. Donc ici, on a les bassines. On a Vittel, là, à côté de où je suis née, Nestlé qui pompe l'eau de la nappe phréatique de Vittel.
et on veut construire des aqueducs pour amener de l'eau aux habitants de Vittel. C'est n'importe quoi. Les résistances à différents projets. Et on a au niveau global aussi des actions qui sont menées contre la politique du gouvernement. Vous avez entendu parler des décrochages des portraits peut-être d'Emmanuel Macron des mairies, où on a besoin aussi de ce niveau national pour des plans mobilité d'envergure au niveau du pays, pour le fléchage de la politique agricole commune. Il y a tous ces niveaux de décision-là doivent être menés aussi au niveau global. Juste quelques exemples. Ça, c'est une action qui a été faite par Vichy contre un projet de mine d'or au Pays Basque. En fait, la société Sudmine voulait aller au Pays Basque creuser pour chercher de l'or. Donc, ils ont fait toute une campagne, dont une action, ils sont allés chez le directeur de Sudmine, dans l'Essonne, à côté de Paris, et ils ont creusé un trou devant sa maison. Et suite à ça, le projet a été abandonné. Voilà. Donc on préfigure le monde qu'on voudrait avoir. Au Pays Basque, donc c'est la FNSEA, le plus grand syndicat agricole qui faisait sa loi, et les agriculteurs n'arrivaient pas à modifier les choses qu'ils voulaient modifier. Donc ils ont créé la chambre d'agriculture alternative du Pays Basque, qui s'appelle Euskaleria Laborantza Ganbara, qui en basque veut dire ça, mais vu que la langue basque n'est pas reconnue, l'État, après avoir intenté des procès, a perdu les procès parce que la langue basque n'est pas reconnue, et donc ça fait des années qu'il y a un syndicat alternatif en agriculture, qui promeut l'agriculture paysanne au Pays Basque. Résistance au projet d'autoroute A45, c'est pareil, c'est une résistance gagnée, le projet a été abandonné. On participe aux grèves. Pourquoi on participe aux grèves? Parce que la politique actuelle du gouvernement ne va pas du tout dans la direction d'une société juste et solidaire, avec une répartition du travail, une répartition des richesses qu'on voudrait. Et donc, quand on fait du plaidoyer local et qu'on va voir les élus, qu'on participe aux concertations, mais qu'ils n'en ont rien à faire, parce qu'on n'est pas assez, eh bien, ce qu'on fait, c'est qu'on mobilise. On mobilise, là, c'est dans l'objectif d'avoir des pistes cyclables, d'avoir un véritable changement du plan de mobilité. Donc là, c'est encore au niveau du Pays Basque, mais ça se fait dans d'autres endroits. Des énormes vélorussions qui sont organisées. Et eh bien, à Toulouse, en pleine nuit, les activistes tracent les nouvelles voies cyclables parce qu'on veut rendre visible ce qui est encore invisible et mettre la pression sur les élus. Et c'est comme ça qu'on construit un rapport de force jusqu'à ce que les personnes, nos adversaires, aient plus à perdre de persister dans leur politique que à accéder à notre demande. Et c'est comme ça qu'on gagne des victoires, c'est comme ça qu'on évite d'avoir des gens qui viennent chercher de l'or dans nos territoires, qui viennent faire des bassines, etc. Et ça, c'est la stratégie de la lutte non violente qui est appuyée par la désobéissance civile. La lutte non violente, c'est justement utiliser tous les moyens d'action non violents, donc il y en a une multitude, donc le plaidoyer c'en est un, mettre en place des alternatives, tisser un réseau, et utiliser la désobéissance civile qui est je ne respecte pas une loi, je vais contrevenir à une loi pour dénoncer le fait qu'elle n'est pas légitime. Et moi, je pense que je suis légitime en ne respectant pas cette loi parce que ça va dans le sens de l'intérêt général. Quand Rosa Parks est restée assise dans son bus au temps de la ségrégation où les Noirs devaient laisser leur place aux Blancs, eh ben, elle était légitime. Et pourtant, elle était dans l'illégalité. Ces personnes-là qui tracent les pistes cyclables sur le sol, eh ben, ils sont dans l'illégalité. Et pourtant, c'est pour demander de la sécurité, la possibilité de circuler en vélo, d'émettre moins de gaz à effet de serre, et ça va dans le sens de l'intérêt général. Et je pense que je vais m'arrêter là. C'était un peu un panel de tout ce qu'on fait.
pour alimenter les réflexions, et je suis à disposition pour vos questions. Et juste un livre qui est génial, qui récapitule plein d'idées d'action justement, c'est Comment faire tomber un dictateur quand on est seul, tout petit et sans armes, qui a été écrit par Serge Popović, un des leaders de la lutte serbe de Haute-Port, qui a fait tomber le dictateur Milosevic. Merci. Bien, merci beaucoup Pauline, merci à tous les trois pour vos interventions, vos réflexions, tous ces parcours, ces expériences qui vont pouvoir nous nourrir. Je pense qu'il y a des thématiques qui se dessinent, il y a des similitudes qu'on peut retrouver, sortir de cette vision anthropocentrée, reconnaître la valeur, je n'ai pas forcément le mot de valeur, mais la valeur intrinsèque de la nature, de l'eau, du vivant, et puis des différents modes d'action. Il y a une phrase que j'aime bien, on dit la vie a besoin de biodiversité, les luttes aussi, et si on peut parler des luttes, ça peut être l'éducation, ça peut être la mobilisation citoyenne, ça peut être réviser le droit. Il y a plein de formes d'action, il faut que chacun y trouve son compte, et qu'elles soient complémentaires et qu'elles aillent dans le même sens. Donc là on arrive au bout de la première partie de cet atelier. Je vais approfondir un petit peu le déroulement de la suite de la séance, la deuxième partie où on va être sous forme d'atelier où chacun va pouvoir participer. C'est à nous de jouer maintenant tous ensemble. Et puis derrière, on aura, comme je vous disais, la troisième partie, ça sera la restitution. On mettra en commun les travaux qu'on aura fournis par petits groupes. Donc, pour guider tout le monde, je vais vous présenter, on est au niveau de l'explication détaillée du travail en sous-groupe. On a donc des intervenants qui vont être avec nous, qui vont pouvoir aussi nous apporter de la matière, nous guider, nous orienter éventuellement dans les réflexions. Mais chacun pourra contribuer de sa propre expérience, de ses idées. On va avoir des facilitateurs donc, qui vont être là aussi plutôt pour être sur la forme, alors que les intervenants pourront privilégier le fond. Et donc on aura Alex qui est avec nous. Les autres peuvent se mettre debout pour que tout... C'est ceux qui ont en fait, c'est les personnes qui ont un petit truc orange autour du cou. On est marqué parquet. Et donc on va se répartir. Il y aura un groupe pour chaque intervenant, un facilitateur pour chaque groupe également. On va faire des groupes de 6 à 12 personnes. Mais c'est dire, au fond, le système éducatif, parce que Jean-Pierre a fait des choses remarquables à l'Auvergne avec ces journées de l'eau. Il y a que 1000 élèves sont là, et qui s'informent, c'est extraordinaire. Il a fait vraiment bien. Ils exploitent donc cette source, c'est une nappe phréatique, nappe souterraine, dont le niveau baisse tous les ans, pour nous revendre une eau qui nous appartient. Et c'est juste révoltant. Et c'est encore pire dans les pays où on manque d'eau, où voilà, Coca-Cola et j'en passe, où ils pompent de l'eau qui devrait appartenir à tout le monde pour le mettre en bouteille ou mettre du sucre dedans pour le revendre à des personnes qui n'ont pas nécessairement. Et justement ça, je trouve ça foncièrement donc révoltant. Et quand même la chance en France, on est un peu protégé par rapport aux lois sur l'eau. Assez récente en France, enfin, c'est mon sentiment, hein, que l'eau finalement, qui nous paraît si facile d'accès, mais c'est quelque chose maintenant qu'il faut protéger. Et c'est pas évident qu'on puisse avoir accès aussi facilement qu'auparavant. Et puis aussi, de savoir que cette eau, finalement, qu'on pense à peu près de qualité, n'est pas forcément une eau, même si elle est potable. Je pense qu'il y a certains qui ont eu des tests glyphosate. Finalement, c'est pas une eau qui est si potable que ça. Et donc voilà, cet aspect de quantité et de qualité sont quand même remises en question. Enfin moi, ça m'a vraiment complètement stupéfaite. Moi je pense à la Palestine et l'accès à l'eau qui est compliqué. Avec les colons qui eux gaspillent de l'eau et de l'autre côté les paysans palestiniens
qui ne peuvent pas correctement pouvoir entretenir leur culture, etc. On met dans le sol et qui vont après dans l'eau, et il y a des captages qui sont rendus impropres à la consommation. Ils sont obligés de fermer. Donc ça fait encore moins d'eau qui arrive dans les villages ou dans les villes. Et c'est terrible ça. Parce que... Mais là, on les balaye toutes. Et si on a le temps, peut-être après on les classe. On essaie de reformuler ensemble, d'avoir quelque chose d'intelligent. Voilà. Alors, donc, sur la première thématique, droit de l'eau, droit à l'eau. Vous proposez... Ah oui, non, dernière précision. Si vous levez un carton jaune, ça peut être pour une clarification de la phrase, ça peut être pour une nuance, ou ça peut être pour une opposition. Mais vous avez le droit de lever le carton jaune juste parce que vous n'avez pas compris la phrase. Ça ne veut pas dire que vous êtes opposé. Ça veut dire que la phrase en l'état ne vous convient pas. On verra après pourquoi. Donc, droit de l'eau, droit à l'eau. Création d'une entité juridique, l'eau, le marais poitevin ou les bassins versants, etc., deviendraient des entités juridiques. Droit de l'eau à couler librement, par exemple. Les personnes qui sont entièrement d'accord avec cette phrase lèvent le carton bleu. Les personnes qui ne sont pas entièrement d'accord avec cette phrase lèvent le carton jaune. Bien, on a un carton jaune là-bas. Deux micros, ça serait prêt. Est-ce que c'est une clarification déjà? Je me méfie de ce genre de dispositif local, parce qu'en général, par exemple, on le voit pour certaines réserves naturelles ou des dispositifs de protection locale, souvent ça peut permettre de villes inacceptables à côté, quoi. C'est-à-dire que ça fait voilà, c'est une stratégie généralement pour casser tout à côté, quoi. Ça, ouais. Dans l'idée, du coup, c'est de... Donc, est-ce qu'il y aura une façon de le reformuler pour que ça te convienne? C'est comment éviter que les acteurs dominants puissent se servir d'une légitimité comme ça pour par ailleurs détruire toutes les rivières aux alentours du marais poitevin, par exemple. On le voit, ça. On voit que des fois, il y a des faire-valoir. Enfin, c'est comment on va éviter cette affaire-là? Alors, dans la formulation, je ne sais pas. Non, en fait, je comprends. Ça peut être un piège, quoi. Je comprends qu'il y a des réserves sur l'efficacité de la chose, mais pas sur le principe de une entité juridique. Après, ce sera plutôt sur l'application, sur la défense. Mais il ne faut pas que sa mise en place, etc. Oui. Mais s'il y a des gens qui disent, moi, je vais créer cette entité juridique pour la faire vivre, c'est pas quelque chose qui pose un problème. Non, ça ne me pose pas un problème, mais il faut veiller à ce que ça ne soit pas un piège, quoi, pour le reste de la biosphère, quoi. Ok. Est-ce qu'on peut rajouter ça Et comment on prêterait veiller sa mise en œuvre ou Non, mais c'est-à-dire que c'est aussi ça, c'est que dans le milieu naturaliste, il y a un certain nombre de gens qui disent que la création des réserves, c'est généralement pas très bénéfique au regard de ce qu'on constate. Et comment on va sortir de cette logique de mettre la nature sous cloche et par ailleurs la détruire entièrement à côté, quoi. C'est-à-dire que ça me renvoie à ça. Et ça, il faut s'en sortir un jour, quoi. Parce que là, on est bien dans la protection des écosystèmes. Mais c'est bien le but. L'idée, c'est d'avoir des mesures concrètes et pas des... Donc là, je propose que, éventuellement, tu réfléchisses à une formulation d'une autre chose qui exprime ce que tu dis, que on puisse le rajouter, l'intégrer à la fin, et souvent sous forme d'une proposition concrète sur laquelle on fera un vote à part entière. On peut dire que c'est une valeur d'exemple pour le reste des environnements, que c'est une valeur d'exemple pour, si je comprends bien ta réticence, qu'on proposerait que ça se serait préservé et qu'on peut se donner à détruire le reste à côté, c'est ça?
Moi, ce que je comprends dans ta remarque, c'est qu'en mettant ça sous cloche, comme tu dis, ça donnerait presque le droit à faire n'importe quoi sur le reste qui est pas sous cloche. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que c'est une valeur d'exemple pour l'étendre progressivement aux autres milieux. Voilà, pour ne pas mettre en contraste, en opposition. Si je peux juste me permettre, la reconnaissance, admettons, si on prend une place qui écrit le Marais Poitevin comme entité juridique, ça ne veut pas dire que c'est un statut sous cloche, etc. C'est très différent de justement du parc. Enfin, après, si cette proposition elle est suivie, il y aura un groupe de travail, et donc il va y avoir tout un travail de constitution des droits de cet écosystème qui vont être écrits. Mais en fait, reconnaître au Marais Poitevin une existence juridique, ça veut juste dire qu'on reconnaît à l'écosystème des droits et que si on porte atteinte, si quelqu'un porte atteinte à ces droits, on pourra défendre le Marais Poitevin en tant que tel. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a plus le droit d'entrer dans le Marais Poitevin, qu'on n'a plus rien de... Voilà, c'est pas du tout une idée de mise sous cloche, c'est juste que, en fait, cet élément-là naturel peut se défendre. Et aujourd'hui, on ne peut pas, il ne peut pas se défendre de lui-même, il faut qu'il y ait il faut déjà qu'il y ait eu un désastre, comme je le disais hier, déjà qu'il y ait eu un désastre, et qu'en plus les victimes soient humaines. Donc du coup c'est hyper dur de le protéger, et ça sera toujours a posteriori, après une catastrophe, après un crime d'écocide, etc. Alors que là, du coup, avant même qu'il y ait ça, on peut dire attention, ce projet il n'est pas valable parce que ça va porter atteinte aux droits. Donc c'est pas tout à fait la même chose. Donc, en l'état, on valide cette proposition en gardant l'idée qu'on peut amender sur une seconde proposition les nuances. Enfin, gardez-le en tête, continuez à reformuler dans votre tête, on pourra l'inclure à la fin. Donc, vous proposez la création d'une charte locale du droit de l'eau et droit à l'eau à faire signer par les élus. Bleu, complètement d'accord. Jaune, pas complètement d'accord. Il y a des jaunes ici. Enfin, je parle pas des personnes. Pas jaune, hein. Pas jaune du tout. Donc, non, une charte, moi, ça n'a pas de sens. Enfin, ça n'apporte rien. Moi, je suis pour le droit et qui oblige les élus. Donc, moi, une charte, ça n'apporte rien, c'est qu'un engagement moral qui, pour moi, oui, c'est pour ça. Donc, je ne trouve pas ça nécessaire. Je suis plus pour du droit qui oblige les élus à respecter tel que. C'est pour ça que moi, la première me suffisait. J'étais dans ce groupe et voilà, je réaffirme qu'une charte, voilà, c'est un peu. C'est se faire plaisir. Est-ce que cette deuxième proposition est antinomique de la première? Pour moi, oui. Pourquoi? Pourquoi? Parce que ça ne sert à rien. Moi, je reste sur le droit. C'est ça. Les élus, ils ne comprennent que le droit. Donc, les chartes, c'est volatile. Donc, c'est pour ça que pour moi, un élu, il est très cadré. On le voit bien sur un certain nombre de sujets. Et donc, si on ne leur oblige pas, une charte, c'est que du symbolique pour moi. Il n'y a pas la nécessité. On parle des élus. Clairement. Alors... Le terme motion signé par un conseil municipal, peut-être que. Est-ce que ça changerait là par rapport à la critique qui a été faite, on reste sur quelque chose qui est symbolique d'une certaine façon. Et. Ouais. Notre proposition. Je vais intervenir juste pour dire que est-ce que si les élus locaux du coup reconnaissent dans une motion ou dans une charte l'entité juridique est-ce que ça ne va pas renforcer ce statut? Est-ce que ça ne va pas finalement lui donner un petit peu plus de corps? Est-ce que finalement ça peut pas être intéressant de renforcer cette entité juridique? Ça va peut-être renforcer la première proposition. Est-ce que c'est pas une idée de... Là ici, on est sur un temps collectif où il va falloir avancer un petit peu. Donc sur ce genre de questions, si vous sentez que vous êtes bloqué sur quelque chose, signalez ce que c'est
Identifiez-le. Là, en l'occurrence, c'est le terme charte qui ne convient pas, qui pose question. Donc, ne l'adoptez pas éventuellement, mais par contre, ça peut alimenter un débat, parce que là, je vois que ça fait réagir pas mal. Là, c'est pas le but de l'exercice de rentrer dans des débats parce qu'on va perdre 2 heures. Mais par contre, c'est super intéressant justement de peut-être proposer à l'occasion un débat constructif sur justement cette différence. Donc, moi, je propose que vous l'inscriviez, que vous mettez une grosse réserve dessus, mais que finalement, elle n'aboutisse pas ce soir. Ça, c'est ma proposition. Donc, je vous propose d'avancer. D'accord, Bob. Donc, troisième, créer un tribunal symbolique local pour juger de la problématique des usages de l'eau, droit à l'eau, et aussi de l'eau, marais comme entité juridique. Oui. Pour créer donc un tribunal donc symbolique, on avait hésité entre un tribunal symbolique sur la problématique des bassines ou de l'élargir à des problématiques d'usage qui viennent modifier, altérer l'eau aussi bien quantitativement que qualitativement. Donc c'est un tribunal symbolique, après, spécifiquement sur la problématique des bassines ou sur la dégradation de la ressource par des usages locaux. Moi, je n'avais pas compris comme ça. Ah bon? Moi, j'avais compris que c'était un peu plus clair si on prenait comme exemple le marais Poitevin ou ce qui s'est passé. Non. C'est ce que je croyais avoir plus. Pour des justes usages. Oui, d'accord. Marais Poitevin. Pour moi, j'ai noté qu'il y avait les deux, c'est-à-dire qu'il y avait à la fois le droit à l'eau, donc avec les usages, et le droit de l'eau, où on pouvait aussi, symboliquement, pour faire jurisprudence entre guillemets dans ce tribunal, parler d'entité juridique, marais Poitevin ou bassin versant. Et ça traitait des deux thématiques en fait dans le tribunal symbolique. Moi, c'est ce qui me semblait avoir compris. Je peux me tromper. Hein, Est-ce que du coup, vous pouvez reformuler précisément? On avance. L'idée, on crée un tribunal symbolique qui jugera à la fois du droit de l'eau, à la fois du droit à l'eau. En prenant pour exemple le marais Poitevin. Alors, sachant qu'on peut vraiment étendre la réflexion avec le tribunal symbolique et local. Nous, on en fait un ici, qui porterait effectivement sur le marais Poitevin, mais ça peut très bien être pour proposition ailleurs. Il faut se dire aussi que les propositions tout à l'heure, c'est l'Assemblée des habitants de la Terre, donc ça puisse être extensible à d'autres portées. Alors là, je me permets d'intervenir du coup pour redresser un petit peu. On commence à être dans les choux, les autres groupes avancent beaucoup. On va arrêter là avec ce groupe et passer au groupe suivant. Parce que les autres groupes ne vont pas avoir le temps de s'exprimer si on continue comme ça. Donc, alors, juste pour préciser... Je voulais réagir par rapport à... En fait, si tu veux, là, chaque groupe a déjà présenté ses propositions. On est sur un deuxième temps où on passe chacune des propositions et il y a validation avec les cartons bleus.